Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette table ronde à l'occasion du 20e rapport Travail et cohésion sociale, qui permettra de discuter des différentes leçons tirées ou pas au cours de ces dernières 20 années, ainsi que les implications politiques, socio-économiques. Donc, je suis très ravie d'accueillir pour cette table ronde Monsieur Maxan, ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre Ensemble et de l'Accueil, Monsieur Louis Chauvel, professeur titulaire de sociologie à l'université, Madame Ginette Jones, présidente du conseil d'administration de l'Entente des offices sociaux, Monsieur Michel Simouni, directeur général de la Croix-Rouge, et le directeur du SATEC, le docteur Serge Allegretti, à qui je passe maintenant la parole. On suivra aussi après avec une discussion. Donc, pour toutes les personnes qui nous suivent de la maison, n'hésitez pas de mettre vos commentaires dans le chat, comme ça on pourrait les discuter aussi en salle. Merci. Ça marche? Oui. Et tu as oublié de dire qu'après, on a un pot pour discuter, hein, donc, parce que les bonnes questions viennent après. Hein. Merci beaucoup d'être venus tous, parce qu'on célèbre en fait le 20e rapport, et avec une très belle brochette de discutants autour de moi, à commencer par Monsieur le ministre, qui s'intéresse beaucoup à ces questions, et on en est tout à fait ravis. Moi, je me rappelle le tout premier rapport qu'on a fait, on l'a présenté rue des Pommiers, au Sens, au siège de la Laxmog Inkomstad, parce qu'ils avaient une magnifique villa, on avait de bonnes relations avec eux, et donc on a présenté ce rapport-là, et je suis tout de suite rendu compte que ça avait un énorme succès, parce qu'il y avait un creux, il y avait un manque pour ce genre un rapport social, et du social et travail. Et en fait, nous, notre point de départ, c'est tout simplement de mettre ensemble toutes les statistiques qu'on avait, leur donner une perspective, en faire une synthèse, de façon à éclairer une dimension qui était quand même assez négligée. Pendant très longtemps, on avait très peu de choses sur le social. Le Statec est né avec l'économique. On a rajouté le social, donc ça, c'est les 20 ans de rapport travail et cohésion sociale. Et puis, on a rajouté, comme c'est dans notre loi, la dimension environnementale, hein, qui est aussi maintenant extrêmement présente, puisqu'on a fait aussi, à partir du Statec, le PNEC, hein, qui est calculé au Statec. Mais on n'est pas là pour ça. Donc moi, ce que je voulais, tout d'abord, comme c'est un anniversaire, le rapport travail et social qui devient de plus en plus beau, 150 pages. D'abord, est-ce que, et ça c'est une question à tout le monde, ça vous permettra de vous présenter, est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile? C'est la question que me posent les médias à chaque fois. Ils me disent, ouais, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que les gens le lisent? Est-ce que ça éclaire, etc. Alors, moi, je pense que oui, parce qu'on nous a imités. Hein, la Caritas avait leur almanach, la Chambre des salariés, leur panorama. Donc, visiblement, ça fait école. Mais la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est utile? Est-ce que ces chiffres, ces statistiques, est-ce que ces analyses, est-ce que c'est utile pour éclairer l'action? Alors, quand je parle d'action, évidemment, je commencerai évidemment avec le ministre, hein, puisque lui, il est dans l'action. Et j'aimerais qu'on ait un petit tour où chacun dit ce qu'il pense pouvoir en tirer. Et on finira par la suite sur ce que vous aimeriez qu'on fasse, en fait, pour que ce soit encore plus utile. Merci Serge. Et le 20e anniversaire, ça sera aussi ta dernière présentation. Tout d'abord, j'aimerais bien, mais je crois que je parle au nom de nous tous, te remercier pour ton engagement, surtout aussi dans ce domaine-là. On s'est rencontrés à plusieurs reprises en tant que député. Vous m'avez aidé pour le budget 2023 à me livrer les chiffres. Je suis de formation, je suis ingénieur, c'est-à-dire si tu me demandes la question, est-ce que tu crois que notre document est un document utile ou non, je dis oui, je suis un homme de chiffres, j'aime bien jeter aussi un coup d'œil derrière les chiffres et mieux comprendre les choses. Il y a Einstein qui disait, hein, j'essaie de paraphraser, s'il aurait 1 heure pour sauver le monde, il consacrait 55 minutes à comprendre la situation et que 5 minutes pour trouver la solution. Et je crois que ça c'est un bel proverbe pour te répondre à ta question, parce que je crois que le document que vous élaborez depuis avec la 20e édition maintenant nous sert en tant que responsables politiques
aussi. Hein. Je crois que Michel va vous dire aussi encore pour la société civile et pour les offices sociaux. Vous allez tout rencontrer, mais je vais me limiter à la politique. Je crois que c'est un bel instrument pour mieux comprendre les choses, pour voir derrière les chiffres et pour après avoir fait cet exercice-là, orienter aussi les politiques. Un seul exemple, pour citer que celui-ci, c'est le risque de pauvreté, surtout des familles monoparentales. C'est quelque chose que vous avez évoqué dans vos analyses. Et qu'est-ce que la politique a fait? Elle a instauré le CIM, le crédit d'impôt monoparentaux. Maintenant, votre rôle n'a pas arrêté là. Vous dites après à la politique, bien que vous ayez fait ça, mais on a encore le taux de non-recours des prestations sociales, surtout aussi concernant le CIM. Seulement pour rester sur cet exemple-là, mais alors à nouveau, ensemble avec tous les acteurs du social, je regarde Ginette, pour regarder encore derrière les chiffres et pour voir quels sont les problèmes, pourquoi les gens n'utilisent pas le CIM. J'aurais pu dire aussi l'allocation de vie chère, la subvention loyer, mais seulement pour rester avec cet exemple-là et alors orienter encore nos politiques pour voir justement comment on peut atteindre notre objectif, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté et justement aussi encore pour cet exemple-là, voir que les gens profitent aussi du CIM. Je crois que ceci dit, sinon, je suis peut-être déjà trop dans ce qui va suivre encore. Ok, oui. On se connaît déjà un tout petit peu, c'est-à-dire j'avais déjà cette impression-là. C'est un document très important. C'est un document très important qui nous aide beaucoup en tant que politique pour justement trouver des solutions à lutter contre la pauvreté infantile. Et je vous suis très reconnaissant pour le travail important que vous consacrez à élaborer ce document. Merci à toute l'équipe. Merci, c'est très gentil. On va revenir là-dessus. Une dame, oui, voilà. Oui, le rapport, je dois dire, je suis assistante sociale de formation, mais j'adore les chiffres, j'adore lire des rapports. En plus, celui-ci, je dois dire aussi que je le trouve très, très intéressant. Et les chiffres, c'est absolument nécessaire. On s'est rendu compte, par exemple, à l'Office social de la ville de Luxembourg, quand on a analysé les demandes 2021, 22, 23, on a pu constater que les demandes d'aide matérielle avaient diminué grâce justement à la création de certains transferts sociaux. Donc, c'est utile d'avoir des chiffres. Maintenant, sur les méthodes des chiffres, là, je pense qu'on peut revenir après dessus, parce qu'un chiffre, oui, c'est un chiffre, mais c'est aussi une personne. Et nous, ce qui nous intéresse plutôt dans le social, c'est pas uniquement des cohortes, des statistiques, seulement les chiffres, mais ce qui nous intéresse, ce qui est derrière, ce qui se cache derrière les processus. On ne voit pas la personne comme quelqu'un de statique, mais on aimerait bien voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur. Déjà maintenant, on fait certaines choses, mais qu'est-ce qu'on pourrait encore développer pour reconnaître les dynamiques d'évolution des personnes qui se cachent, qui sont derrière les chiffres. Mais ça, je pense qu'on va y revenir. Mais c'est certain, on consulte les chiffres, on analyse les chiffres et on parle dessus. Merci. Alors, l'action d'une grande organisation comme la Croix-Rouge, est-ce que vous lisez ça dans votre comité de direction? Justement, là j'ai pris la fuite de mon comité de direction parce que pour venir ici, donc on n'était pas dans la lecture, donc en plus qu'il n'était pas encore édité. Non, on discutait de la digitalisation, donc ce qui est au comité de direction, c'est d'ailleurs également un élément passionnant et qui me fait réfléchir à justement pour nous en tant qu'acteurs aux aux enseignements qu'on est censé tirer d'un tel document, parce qu'effectivement, Brassé, et moi je suis également, donc je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas travailleur social, je suis économiste, donc, mais également un homme plutôt de chiffres qui est
tombé par hasard dans le secteur social il y a plus de 25 ans. Et évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce que les économistes ou les juristes, encore pire, font maintenant dans le secteur social? Ils ne comprennent rien parce que justement, il y a des situations personnelles. Il faut des gens, des acteurs sociaux, des psychologues, des éducateurs qui sont mieux placés pour comprendre quel est vraiment le besoin d'un bénéficiaire, d'un ayant droit, d'un usager, peu importe comment on le nomme. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est extrêmement important d'avoir un tel rapport, parce que justement, le rapport, il relève ce défi de dire, mais cette question de vulnérabilité, la question de pauvreté, la question peut-être de bonheur, est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur faire du fact-finding et de dire, voilà, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on suit les mêmes objectifs? Et donc, moi, je suis donc très fortement partisan et je suis également, en tant que directeur de la Croix-Rouge, confronté régulièrement à des demandes de mes services qui disent, mais regarde, voilà, dans le rapport, on voit telle et telle situation, surtout la fameuse discussion de la pauvreté ou du risque de pauvreté qui nous anime alors à déployer telle ou telle action. Et dans ce contexte, j'aimerais revenir à un sujet de dire en quelle sorte est-ce que nous, en tant qu'organisation, on est censé réagir par rapport à un tel rapport, ou est-ce qu'on est, et là j'ose faire une petite parenthèse, est-ce qu'on est plutôt le sous-traitant de l'État, ou comme cela a été cité là récemment dans un autre débat public, où on dit, voilà, en fait, les acteurs du terrain, ce sont en fait des gens qui déploient les programmes gouvernementaux et qui sont censés le faire avec une bonne gouvernance, avec une bonne gestion financière, mais qui ne sont pas trop censés se poser des questions sur ce qu'il faut faire, ou parce qu'en fait c'est une commande qui vient du gouvernement. Et dans ce contexte, j'ai trouvé un texte assez intéressant qui justement renvoie la balle un peu au niveau du gouvernement, parce que dans la loi de 98, dans la loi ASFT, qui maintenant est peut-être recitée dans un contexte qui n'est trop bien connu, la même question s'est posée. Donc, ces indicateurs sociaux, en quoi ces indicateurs devraient alimenter la discussion et l'action sociale sur le terrain? Et dans cette loi de 98, justement, c'était imaginé que le gouvernement comprenne ce qui se passe, constate des besoins et puis convoque une réunion. Donc, c'était un comité qui s'appelle le comité un comité de concertation qui était donc censé indiquer au secteur social et sanitaire quels étaient ces enseignements de ces statistiques et quels étaient maintenant les programmes à déployer par ce secteur en quelque sorte sous-traitant. Donc pour moi, c'est extrêmement important ce travail qui est fait maintenant depuis tellement d'années par le Statec. Ce qui m'intrigue, est-ce qu'effectivement, pour nous, à la Croix-Rouge, bon, on peut dire si on est sous-traitant, on n'a même pas besoin de lire ceci, parce qu'on est en fait, on n'est pas le commanditaire. Vous comprenez bien, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là, donc on a quand même une volonté de déployer nos propres activités. Et je vais revenir par la suite sur l'une ou l'autre question qu'on s'est posée par rapport aux réponses, mais de dire en fin de compte en quoi ce rapport amène une réelle action qui est ciblée pour répondre à des défauts éventuels qu'on constate et sur lesquels on se met d'accord, et est-ce qu'on arrive dans le prochain rapport à retrouver les résultats de l'opération. Merci. Nous, on aimerait bien que la Croix-Rouge, avec l'immensité des données dont vous disposez, que vous soyez proactif, vous analysez vos propres données, vous faites remonter l'information sur le terrain. Je me rappelle que quand le Statec avait organisé les Wanderaktien à Bonnevoie, on a distribué des repas, j'ai pu découvrir qu'il y a toute une population qui vient là, où je pense qu'ils ne répondent pas à nos enquêtes. Donc, c'est des marges de la société. Vous avez les données, le ministère de la Famille, je crois, a ces données. C'est une base très riche, hein, et ce serait bien s'il y avait de votre côté une véritable remontée de l'information, parce que je pense que ça viendrait enrichir ce que nous savons sur le phénomène.
Alors, Louis Chauvel, je suis sûr qu'il sera très rigoureux vis-à-vis de notre rapport. Et totalement outsider, c'est-à-dire, voilà, il est vrai que dans mes activités de sociologue, j'ai sur mon bureau les 19, maintenant 20, grâce à la 20e édition, rapport. C'est un rapport en fait extrêmement intéressant quand on veut suivre sur le long terme les transformations de la société du Luxembourg, simplement parce que c'est annuellement une forme de CNCT, de contrôle technique à usage social de l'état de la société du Luxembourg aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une espèce de point de vue avec différents points de contrôle sur la machine sociale au Luxembourg pour comprendre ce qui va d'un côté et aussi les questions qui se deviennent un petit peu lourdes et difficiles. En fait, depuis 20 ans, on a vu émerger tout un ensemble de questions. C'est clair qu'au cours des 5 dernières années, on a vu par exemple la question du logement, du coût des logements, du fait que entre 2012 et 2020, le prix du mètre carré au Luxembourg a quasiment doublé, avec des conséquences très lourdes, très réelles sur le budget des résidents au Luxembourg, quel qu'il soit et quel que soit le point de vue prix. Et donc, chaque année, le rapport Travail et cohésion sociale est l'occasion de voir remonter des réalités sociales, des problèmes émergents qu'il faut souvent prendre en considération assez vite. Le logement, on ne peut pas réagir vis-à-vis du logement en moins de 5, 6 ou 7 ans. Donc il faut être effectivement à l'affût des nouvelles informations. Et donc effectivement, dans le cadre du comité de concertation Travail et cohésion sociale, c'est l'occasion aussi de discuter et de voir les sujets émergents. On a parlé à l'instant de faire remonter des informations de la Croix-Rouge et de la réalité sociale, mais c'est aussi des informations de l'ordre de prise de conscience collective de problèmes nouveaux émergents. Il y a 20 ans, la société luxembourgeoise, on était au milieu des années 2000, on était aux alentours de 2004, c'était en quelque sorte un peu l'âge d'or du Luxembourg comme Eldorado européen, d'une masse de nouvelles formes économiques qui émergeaient notamment dans la finance et ailleurs. Il y avait d'autres facettes du Luxembourg, mais entre il y a 20 ans et maintenant, nous voyons tout un ensemble de progrès sociaux qui existent véritablement au sein du Luxembourg, et on voit aussi apparaître tout un ensemble de défis qu'il faut comprendre, qu'il faut prendre en considération pour l'action publique. Et c'est vrai que, par exemple, actuellement, les grandes questions que souligne le rapport, notamment, ce sont les questions budgétaires. L'une des craintes dans le pays, c'est d'avoir été un pays riche et de devenir un pays cher. On sait que la Suisse, par exemple, est un pays qui aujourd'hui est un pays à peu près inaccessible, même s'il attire beaucoup de migrants. La réalité économique de la Suisse, par exemple, en termes alimentaires, en termes de logement pour les nouveaux arrivants, nouveaux accédants, devient extrêmement difficile. La chance du Luxembourg, c'est d'avoir effectivement une forme de visibilité de l'ensemble de son territoire avec une assez grande rapidité. La Suisse, c'est complexe, c'est beaucoup plus grand que nous, que le Luxembourg, je veux dire. Et la chance du Luxembourg, c'est qu'effectivement, les informations, les nouveaux défis arrivent très rapidement à la Chambre, mais aussi à la Statec, au travers du rapport Travail et cohésion sociale. De ce point de vue-là, pour le suivi des transformations du pays, c'est un rapport extrêmement intéressant. Je suis arrivé un petit peu sur le tard, enfin je suis arrivé au Luxembourg il y a 13 ans, mais dans le rapport Travail et cohésion sociale, c'est sûr que depuis une dizaine d'années, c'est un outil de travail pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pour tirer éventuellement un certain nombre de signaux d'alarme sur ce qui est en train d'advenir. Merci. La première ronde, que vous comprenez, c'était surtout les louanges, hein, l'importance du rapport. Merci. C'est aussi un peu un échauffement. Alors, est-ce qu'on peut montrer le slide avec l'évolution du taux de pauvreté, s'il te plaît? Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé depuis, on a reconstitué les données parce qu'il y a des enquêtes, ça commence les années 1996. Et là, on est allé, c'est jusque 2019, non, c'est plus loin parce qu'on a les chiffres de 23, je suppose que ça jusque 23. Ce qui est évident, c'est que même avec des bons rapports, avec des indicateurs,
il se trouve que le taux de pauvreté, et on verra la même chose pour l'inégalité, augmente. Donc la question c'est, est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'il y a des politiques qui n'ont pas été mises en place, pas suffisamment, avec suffisamment de vigueur? Ou comment expliquer ce qu'on voit? Et qu'est-ce que ça inspire lorsqu'on veut passer à une politique plus active? Après, je vais vous montrer les taux de pauvreté, parce que le Statec, il est capable de calculer des dizaines, des dizaines d'indicateurs intéressants, répondant chaque fois à une autre définition. Mais ce qui manque pour l'instant, c'est qu'on choisisse un taux de pauvreté. On dit, voilà, ça, c'est le taux de pauvreté qui colle avec notre réalité. C'est celui qu'on veut comprendre et c'est celui-là qu'on veut prendre pour guide d'action. Donc maintenant, d'abord, on voit qu'au cours des années, le taux de pauvreté a augmenté. Qu'est-ce que ça nous inspire? Que faut-il faire? Comment vous l'expliquez? Je crois que voilà, ça c'est une réalité que montre notre rapport, en partant sur une perspective maintenant de plus de 20 ans. Voilà, donc ça c'est qui veut. Et justement, avant de venir, je consultais encore une fois nos chiffres seulement de l'Office social de la ville de Luxembourg pour 2023. Alors, en 2023, on a eu 17 000 demandes d'aide à l'Office social et ces 17 000 demandes concernaient 3 000 personnes. Et ça, c'est uniquement au niveau du service de l'aide sociale. On a encore un autre service qui travaille avec des personnes qui touchent le revenu, d'intégration, d'inclusion sociale. Et là, en 2023, on a eu du contact avec 1000 personnes. Et justement, quand on voit ces chiffres, on peut se demander, il y a deux manières de procéder. Soit on va analyser les personnes, et on va les tourner, retourner, mettre sur la tête, remettre sur les pieds. On va voir de quelle nationalité ils sont. Ça, c'est une possibilité. Analyser les personnes, mais on peut aussi, et ce n'a pas encore été fait, d'après ce que je sais, on peut aussi voir quelles sont les demandes qui se cachent derrière. Parce que justement, je disais qu'en 2023, les demandes d'aide matérielle avaient diminué, probablement en relation avec les transferts sociaux. Et alors, on s'est dit, mais justement, ça, c'est une bonne chose d'abord pour les personnes qui ont moins besoin d'argent, mais c'est une bonne nouvelle aussi pour nos assistants sociaux parce ils ont plus de temps pour répondre aux autres demandes, parce qu'on n'a pas que des demandes d'aide matérielle. Et là, je pense, ça c'est une piste que nous, on aimerait bien proposer d'avancer dans cette direction, ne pas seulement dire on va analyser les pauvres, mais voir quelles sont les demandes qu'ils ont, quelles sont les situations de vie dans lesquelles elles évoluent. Ça, c'est pour nous un concept différent de ce qui est jusque maintenant. Le concept de la pauvreté est avant tout un concept financier. Et nous, on dit qu'il faudrait l'élargir. Il faudrait voir derrière ce concept, qu'est-ce qui se cache encore derrière comme réalité vécue par les personnes. Je vous donne un exemple. On dit souvent, oui, mais les pauvres, ce sont les étrangers, ce sont les non-luxembourgeois. C'est vrai. Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on est étranger qu'on est pauvre. Si on reste avec le concept financier, on va dire oui, c'est une conclusion, point. Si on élargit un peu le concept, on va se demander à un certain moment, mais n'est-ce pas parce que je suis à l'étranger, ici à Luxembourg, et que je n'ai pas de réseau social ni familial qui peut m'aider dans une situation de détresse? Quand moi j'ai un souci ou mes enfants ont un souci, on se contacte, ou des amis ou d'autres personnes, et on peut se faire un prêt, on peut s'aider. Mais quand j'arrive de la Suisse et que je n'ai plus personne ici, je dois réagir vite et je ne peux pas contacter mes personnes pour m'aider. Donc je pense que c'est une différence si on regarde la personne uniquement en tant que quelqu'un de statique ou qu'on regarde plus ce qui se passe derrière. D'où notre idée de dire élargissons le concept de la pauvreté au-delà du financier.
J'avoue que c'est une question difficile, hein. Nous-mêmes, on n'a pas la réponse, hein. Mais là, qu'est-ce que ça nous inspire? Est-ce que c'est la fatalité? Est-ce qu'on peut rien faire? Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'y mettre de façon plus vigoureuse? Donc, c'est ça la question, la réponse. Ben, si on pourrait rien faire, ça serait un peu démotivant, non pas seulement pour les personnes concernées, mais je crois que pour tous les acteurs dans le social, aussi les acteurs politiques, telle est une de mes missions, c'est-à-dire de faire la coordination au sein du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Pourquoi je dis coordination? Parce que c'est un effet multidimensionnel. Il y a presque chaque ministère qui est involvé, même des ministères où on ne pense pas tout de suite parce qu'on a toujours l'impression de faire quelque chose au niveau monétaire. Ça, c'est peut-être, tu m'as demandé, qu'est-ce qu'il nous dit ce graphique que tu nous montres ici? Ben, il nous montre une tendance. Il ne nous montre pas tout. Il y a beaucoup qui se cachent derrière. On peut aussi trouver des excuses. On pourrait dire, vous avez aussi, on a parlé, ça fait quelques mois que vous étiez au ministère où j'essayais de mieux comprendre tout le phénomène, les statistiques que vous élaborez, où je vous ai posé aussi la question, vous avez aussi le taux de risque de pauvreté. Quand on considère aussi le patrimoine, la fortune, il va diminuer, je crois que c'est à 6% qu'il va descendre. Et vous m'avez dit, si je me souviens bien, c'est aussi un chiffre que nous, 6,6, hein, voilà, dans le nouveau... L'année passée, je crois que c'était 6,4. Mais ce que j'essaye à vous dire, c'est que c'est aussi un montant que vous citez toujours lors de vos présentations, bien évidemment, mais qui est moins susceptible d'être... de nous garder dans la tête. Et c'est même... Je ne veux même pas l'apprécier. Je vais seulement dire que, revenons au graphique que vous avez présenté, qu'est-ce que ça nous démontre? Ça nous démontre en fait qu'il y a une urgence d'agir parce que ça nous montre une tendance. On peut bien évidemment essayer de trouver des excuses et pour moi, à vrai dire, si le montant il est à 18,7 ou 18,3, ça montre encore qu'il y en a beaucoup trop qui sont dans le risque de pauvreté. Et nous devrons en fait faire des efforts pour justement diminuer ce taux. Nous savons aussi qu'au Luxembourg, la politique a choisi, je crois que ça a commencé, ça fait à peu près 10 ans, qu'il y en avait beaucoup qui étaient d'accord que si nous visons seulement à faire des efforts au niveau monétaire, des prestations sociales monétaires, des transferts monétaires, ça ne va pas forcément réduire la situation des familles. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi, il y avait toujours l'exemple, qui vont acheter des flat screen, qu'ils ont des prestations sociales ou des nouveaux pneus, je ne sais pas quoi, pour la voiture ou une nouvelle voiture, mais ils ne vont pas forcément... utiliser les transferts sociaux pour ce qui est essentiel. Et la politique, ça fait 10 ans que ça a commencé, qui essayait à faire aussi des prestations en nature. Il y a et je vous suis reconnaissant aussi, comme par exemple le chèque service que vous avez aussi évoqué dans vos statistiques, où vous dites que le taux va diminuer de 24 chez les enfants, pour la pauvreté infantile à 20% quand on considère aussi ça. Je crois que c'est quelque chose qui est très important pour nous quand même aussi en tant que politique. Qu'est-ce que la politique elle a fait pendant les dernières 10 ans, avant déjà aussi, hein, c'est pas que je veux dire que c'est seulement à partir que mon parti était au gouvernement, c'était aussi déjà le cas avant. Qu'est-ce que la politique a essayé? Elle a essayé de faire des prestations en nature. Et j'aimerais bien encore mieux comprendre les effets de toutes les prestations en nature. Si on dit on a un problème avec la pauvreté infantile, le chèque service accueil, il nous aide beaucoup. Les repas gratuits, les livres gratuits, le transport public gratuit sont tous des prestations qui coûtent des fortunes à l'État, mais où il y avait des choix politiques. Je crois pour la plupart, en tout cas, je me souviens plus exactement, même à l'unanimité au sein de la Chambre des députés, où on a fait ce choix. Il ne se retrouve pas dans les graphiques. Aussi, quand vous faites les sondages, quand vous demandez les revenus des personnes, et ça, c'est quelque chose où je veux venir maintenant à l'action, parce que c'est pour ça que je suis ministre. J'ai la grande chance de pouvoir faire des actions concrètes.
dans ces chiffres, on ne voit pas aussi le non-recours des prestations sociales. D'un côté, je vous ai dit, on a des prestations en nature qui ne sont pas considérées, ou comme vous le faites pour le chèque service, par exemple, où on commence d'entrer dans ce domaine-là. Mais d'autre côté, on n'a pas le non-recours des prestations sociales. On sait, et ça a été évoqué, on sait qu'on a un très grand problème au Luxembourg parce que le Luxembourg est un pays où vivre est cher, surtout aussi où loger est très cher. Et on sait que le logement est elephant in the room, disent les Anglais et les Américains. C'est-à-dire, si on parle de la pauvreté, on va toujours retomber sur le logement qui est très cher au Luxembourg. Quand on parle des gens qui sont en situation de pauvreté, je sais du Fonds national de solidarité qui, depuis cette année-ci, demande dans leur formulaire pour avoir l'allocation de vie chère aux gens s'ils sont locataires ou propriétaires. Ce n'est pas encore élaboré parce que l'année n'est pas encore clôturée, mais ils me disent que nous sommes à peu près à 70% des gens qui sont locataires. Et qu'est-ce que la politique elle a fait en 2016, si je ne me trompe pas trop, on a créé la subvention loyer, Wohngeld, pour justement lutter ce phénomène. La subvention loyer, elle a été estimée à un montant X à des personnes éligibles Y, et on a vu déjà après 2 ans de mise en service que la réalité était tout à fait une autre. On avait un taux de non-recours, je crois, au début de 90%. Là après presque 8 ans, nous sommes, après qu'ils ont été augmentés les moyens, les montants à plusieurs reprises, la clientèle cible a été aussi augmentée. Je crois que maintenant, nous sommes à 2/3 de tout locataire au Luxembourg qui peut profiter de la subvention au loyer, mais on a un taux de non-recours de 75%. Encore un exemple, et je pourrais citer encore plein d'autres qui ne sont pas utilisés. Et ils se retrouvent bien évidemment aussi pas dans vos statistiques parce que et ça c'est quelque chose qu'on a évoqué aussi lors de nos entrevues. J'aimerais bien aussi voir, mais quelle serait la situation si les gens profiteraient des prestations sociales monétaires? Ça va améliorer nos chiffres, mais pas encore la réalité des personnes. Et là, c'est mon action dont je parle. J'aimerais bien que le taux de non-recours des prestations sociales va diminuer au maximum. Qu'est-ce qu'on a fait? On a instauré des automatismes. L'allocation de vie chère de l'année prochaine, on n'a pas seulement augmenté les montants de 10%, mais on l'a aussi automatisé, c'est-à-dire on a les gens qui reçoivent le révis, presque tous qui vont de façon automatisée pouvoir profiter de l'allocation de vie chère, qui aura beaucoup d'effets supplémentaires, à part que les gens auront des moyens financiers plus élevés. On aura les gens qui travaillent dans les offices sociaux, dans le social, qui n'auront plus besoin de traiter les demandes. Ils auront peut-être moins de clients potentiels qui viendront chez eux. Ils auront plus de temps libre pour s'occuper des cas spécifiques et de faire leur travail social au lieu du travail administratif, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et de l'autre côté, quelque chose on a aussi discuté déjà quand on était ensemble, quand j'étais rapporteur du budget pour le budget 2023, encore en tant que député, où j'ai fait le tour de tous les acteurs sociaux et où nous avons aussi vu que le non-recours des prestations sociales était un phénomène qui est très important et à creuser. C'était une de mes recommandations en tant que de rapporteur de créer en fait une plateforme digitale pour mieux orienter les gens. Qu'est-ce qu'on va faire? Le programme gouvernemental a prévu une place, un guichet social qui va informer, orienter et sensibiliser les gens dans le non-recours des prestations sociales à une place où on fait ça physique et d'autre part sur une plateforme digitale où on peut insérer quelques données et après on voit
tout de suite quelles sont les différentes prestations sociales qu'on a au Luxembourg qui ne sont pas assez profitées. On voit, on a un coup de quoi on peut profiter, où on voit les calculateurs, où on voit aussi les conditions encore à remplir et où on peut s'orienter. De l'autre côté, de faire des efforts aussi pour automatiser le processus. Et quand je parle du guichet social, c'est physique, c'est aussi digital. Et de l'autre côté, quelque chose que vous avez évoqué, que le secteur social a évoqué, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont une certaine gêne d'aller dans un office social, d'aller aussi dans un guichet social. On va aussi instaurer une helpline sociale pour justement faire le même travail par téléphone. Et de l'autre côté, on va faire aussi des équipes mobiles qui vont aller aux foires, aux braderies et un peu partout, qui vont rencontrer, qui vont chez les gens justement pour lutter contre le non-recours des prestations sociales, quelque chose qui se cache aussi derrière les chiffres. J'ai été beaucoup trop long, Serge, excuse-moi, mais je vais passer, je crois, pour gagner. Il y a un combat. Ce n'est pas une fatalité, mais en fait, vous avancez un combat pour réduire la pauvreté. Et le chèque service, comme on l'a montré, la pauvreté des enfants, de 24, elle passe à 20. Donc, ce n'est pas anodin. On a pu montrer ça à partir de simulations. Et le non-recours, ça aussi, un effet qu'on a essayé maintenant déjà d'évaluer, ça aussi, ça joue. Donc, ça fait avancer les choses. Et justement, pour dire encore quelque chose, qu'est-ce qui se cache ou ne se cache pas derrière le graphique, moi, je préfère que le pourcentage soit plus haut, mais que la réalité soit mieux. C'est-à-dire quand on fait des prestations en nature qui ne sont pas dans la formule, ce n'est pas quelque chose que vous avez inventé, c'est quelque chose pour comparer les différents pays dans l'Europe, dans tout le monde, un avec l'autre. Et moi, je préfère être dans le ranking moins bien, mais la réalité est mieux parce qu'on a des prestations en nature qui aident justement les gens pour lutter contre la pauvreté. C'est difficile à exprimer, mais je crois que vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire la statistique, c'est une chose pour se comparer à d'autres, mais si nous faisons des choses que d'autres pays ne font pas, c'est-à-dire des prestations en nature, la situation va s'améliorer pour les gens sur le terrain, mais on est moins bien quand on se compare avec d'autres pays. Voilà, donc on a besoin d'un taux de pauvreté corrigé, adapté au Luxembourg. C'est en fait à ça qu'on doit, il faut qu'à un moment donné, vous décidiez que, OK, nous on prend celui-là parce que c'est lui qui représente le mieux notre situation et c'est celui qu'on va suivre, notamment un taux déjà qui est corrigé par les prestations en nature. Ça, c'est le taux de la statistique européenne comparable, mais ce n'est pas nécessairement le bon indicateur pour Luxembourg. C'est ça que j'essayais. Voilà. Vous avez aussi des indicateurs dans la Croix-Rouge que vous suivez. Vous avez par exemple l'ancienne commission, l'ancien gouvernement, l'ancienne législature, au niveau européen, avait fixé une réduction du taux de pauvreté de 3 points de %. Ça correspond à 20 000 personnes. Vous avez aussi des objectifs comme ça, la Croix-Rouge, vous dites, voilà, on va réduire les publics à problème ou vulnérables d'autant de pourcents. Est-ce que vous, en tant que manager, vous avez ce genre de réflexion? J'aimerais rattraper un peu sur, effectivement, donc, parce que si on veut terminer vers midi, il faut faire un peu un apéritif plus court. Non, pour revenir à la question initiale, effectivement, si au niveau de la Croix-Rouge, on décide de faire quelque chose, et je vais être peut-être un peu provocateur, il y a cette fameuse question de la commande, ou quel est le cahier de charge, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses que nous, on décide au niveau de la Croix-Rouge, et il y a des choses qui sont en gros données par le dispositif qui les prévoit. Et pour moi, clairement, ce qui manque, et ce que j'essaye de faire à la Croix-Rouge, c'est d'avoir des indicateurs tangibles et mesurables dans les actions. Ce n'est pas toujours le cas. Dans beaucoup de domaines, on se contente à compter les usagers, de dire, voilà, il y a des usagers qui profitent de ce service, mais d'avoir le courage de dire, réellement, est-ce que nos actions ont un impact sur la situation vraiment de l'usager? Ça devient très, très compliqué. Je l'avoue, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faudrait pas le faire.
et là je vais dire quelque chose, dans certains domaines, le législateur a eu le courage de dire mais on devrait pouvoir donner au secteur social et sanitaire une commande qui en fait est directement liée au résultat et pas au dispositif à mettre en place. Ça, c'est un choix assez courageux de dire, mais en fait, on vous paye pour un résultat fourni et pas pour un service en place. Je dis quelque chose, peut-être que je vais me faire expulser de la salle là, tout à l'heure. Et je le dis très franchement également à l'égard d'un ministre de la Famille. Et il faut dire qu'à l'époque, le ministère de la Famille était un des premiers, mais également le ministre de la Santé, qui dans les années 80 donnait les premières conventions, les fameuses Posten-Conventions, où j'entends encore aujourd'hui chez moi des services où je challenge mes chefs de service et je dis, mais ce service-là, est-ce que réellement on a réussi à relever un défi? Et alors on me dit, mais oui, mais voilà, c'est quand même un service conventionné. Je dis, non, que ce soit un service conventionné ou pas, ou tarifé, parce que ça c'est en fait le revers de la médaille. Donc le service où on dit, on paye pour le résultat. Imaginons, mettons-nous dans la situation d'avoir un service qui doit vraiment produire un résultat et de se mettre au moins dans un état d'esprit de dire pas de résultat, pas de paiement, pas de service. Donc il faudrait, à mon avis, dans le secteur social, avoir le courage d'oser se poser cette question-là. Et je le fais depuis un certain nombre d'années que je suis à la Croix-Rouge. Ça c'est pas toujours facile, mais on essaye pour tous nos services d'avoir ce qu'on appelle ce que nous en appelons maintenant un concept d'action générale, ce qui est un terme qui a été inventé par l'un ou l'autre ministère pour avoir une description plus précise des services sous agrément. Et nous, on a utilisé ce même dispositif pour dire, ben voilà, quelle est votre population cible, quelles sont nos méthodes et quel est en fait le résultat attendu de notre action sur le terrain. C'est un exercice extrêmement compliqué parce qu'on est confronté à la même question que Serge, tu as soulevé ici. Quel est l'indicateur qu'il faut suivre? Et cet indicateur que tu cites ici en premier lieu, donc le fameux taux de risque de pauvreté, bon, le terme le dit déjà, ce n'est pas un taux de pauvreté, mais c'est un taux de risque de pauvreté. Il donne des idées, mais il cache plein de choses. Donc, ça, c'est très connu. Et je crois que c'est un défi des statisticiens, mais également de nous en tant que secteur, de dire quelles sont les choses qui sont cachées et où on arrive quand même à les opérationnaliser, à les mesurer. Bon, c'est un bon mot qui marche en allemand, mais je vais quand même le citer. Souvent, les Allemands disent « Wer misst, misst, misst ». Celui qui mesure, il mesure du fumier. Donc c'est très compliqué de mesurer des choses qui deviennent pas très tangible, et comme Ginette l'a dit, bon, si on parle des finances, c'est encore assez facile, mais en fait, les finances, ce n'est pas le premier sujet. Dans la pauvreté, il faudrait vraiment voir où sont les situations de privation, où il y a réellement des gens qui disent moi, je n'arrive pas à joindre les deux bouts du point de vue financier, mais vraiment au niveau de ce qu'il me faut pour vivre. Donc ça, c'est une question qu'on devrait creuser davantage. Mais il y a aussi un deuxième élément, et là, le ministre vient de le citer un peu, c'est les gens qui sont exclus du système, soit comme suite de ce qu'on peut appeler pauvreté de façon générale, donc l'exclusion de la société, mais également peut-être comme problématique à la base ou à l'origine de la pauvreté, parce que comme tu viens de le dire, il y a des gens tout simplement qui n'osent pas ou qui n'ont pas l'accès aux prestations sanitaires et sociales. Et ça, c'est un défi énorme. Donc, il faudrait vraiment creuser davantage les éléments qualitatifs de ce que nous de ce qu'on appelle la pauvreté. Et ton idée de dire, voilà, de faire peut-être une campagne d'enquête lors d'une Wandtraktion ou dans nos données des épiceries sociales qui sont très très larges, même si elles ne sont pas toujours entièrement représentatives, dans les creuser davantage et de voir, mais quelles sont les problématiques réelles et de les opérationnaliser et également de nous lancer le défi de réellement changer le sort des gens. Moi, je préfère le slogan des Britanniques « What you can't measure, you can't manage ». Voilà, le rapport s'appelle aussi « Cohésion sociale ». Et alors, évidemment, quand on parle de cohésion, ça renvoie à Durkheim, donc on est le père de la sociologie. On a essayé de mesurer cette cohésion, parce qu'imaginez-vous, on a quand même une population qui a augmenté depuis les derniers 20 ans de moitié. Il y a 200 000 personnes qui sont venues se rajouter.
On a 3/4 des personnes qui ont un arrière-fond migratoire. Donc nous avons une société très diverse, hein, très riche, hein. Mais ça pourrait poser des problèmes de cohésion. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on devrait appréhender cela? On le fait de façon négative en se disant si l'inégalité augmente, c'est que la cohésion trinque, mais c'est probablement pas une bonne approche. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment toi tu vois l'évolution de la cohésion dans la société luxembourgeoise? Oui, c'est une question extrêmement importante parce que jusqu'à présent, autour de la table, on a parlé surtout de la question de la pauvreté autour d'un indicateur central et de ses variations. Travail et cohésion sociale, ça touche toute la société du Luxembourg dans sa plus grande diversité et pas simplement, c'est très important, les 10%, 20% de la population le plus en difficulté, mais un jour, ça pourrait être nous aussi à la suite d'accidents, de santé, de travail, de revenus qui s'interrompt, de mauvais investissements, ça existe aussi au Luxembourg. Il y a des gens qui perdent parfois leur épargne, ça existe. Et effectivement, l'un des points les plus importants de travail et cohésion sociale, c'est de prendre la question sociale comme un tout, notamment avec l'aspect démographique. J'insiste notamment sur le fait que sur ces éléments de cohésion et d'intégration, il y a un point très important dans le nouveau rapport qui concerne la démographie du Luxembourg, la baisse substantielle, importante du taux de fécondité. Je ne fais pas du taux de fécondité un argument central de l'état de santé d'un pays, mais il y a là quelque chose d'assez préoccupant dans la mesure où on voit que les jeunes familles ou les jeunes qui seraient en situation de fonder une famille, visiblement renoncent. On ne sait pas forcément autour, grâce à la courbe. La courbe ne nous informe pas nécessairement de la raison, mais ces raisons, grâce au rapport travail et cohésion sociale, on peut y réfléchir. Il y a le coût de la vie, il y a le coût du logement pour des jeunes familles, qu'elles soient nées au Luxembourg ou étrangères ou nées à l'étranger. Voilà, le logement, c'est quelque chose de très important. Il y a tous les aspects de la vie aussi, notamment les incertitudes croissantes autour des conditions de travail, des conditions d'emploi, des formes de contrat de travail. Il y a une réalité qui est que par rapport au Luxembourg du début du XXIe siècle, celui du tout premier rapport travail et cohésion sociale, il y a des défis du point de vue du budget des ménages et de la pauvreté. Il y a aussi des défis en termes d'intégration dans la société, à la fois des enfants qui naissent ou ici qui naissent beaucoup moins, ce qui est un peu inquiétant pour notre avenir. Qui s'occupera de nous plus tard? C'est la question démographique, c'est une question de transmission d'une génération à l'autre. Si la génération suivante n'est pas là, c'est un souci pour une société qui, voilà, comme beaucoup d'autres, vieillissent. Et donc, ces questions on va dire, de bien-être et aussi de perception de la sécurité, de la stabilité, ces visions d'avenir positif qu'on peut avoir dans un pays, ça fait partie aussi du champ d'analyse du rapport travail et cohésion sociale. Et effectivement, la pauvreté est extrêmement importante parce qu'effectivement, dans une société où la pauvreté peut exploser, on le voit aux États-Unis, c'est une société qui accumule des angoisses et des peurs extrêmement inquiétantes. On le voit d'un point de vue simplement électoral aux États-Unis. L'accumulation de peurs dans la société, c'est aussi une déstabilisation de la démocratie qui peut advenir. Qu'on se rassure, au Luxembourg, on est quand même très très loin d'une situation à l'américaine de perte, on va dire, de contrôle de la population. Mais travail aux cohésion sociale, c'est aussi, voilà, nos voisins vont pas très très bien. Vous allez me dire que effectivement, plus les voisins iront mal, plus relativement, c'est important de faire des comparaisons pour voir où on est. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu tout à l'heure la hausse de la pauvreté au long terme, mais c'est un peu comme le niveau de la mer, ça ne cesse pas d'augmenter. Mais c'est vrai que nos voisins vont pas forcément très bien non plus de ce point de vue-là. Mais effectivement, l'intérêt du rapport, c'est aussi de signaler à l'ensemble des acteurs de la société luxembourgeoise que si le Luxembourg aujourd'hui est un pays qui, par comparaison, va très bien,
c'est une réalité qu'il faut conserver sous contrôle régulier. Et effectivement, travail et cohésion sociale, c'est une espèce de contrôle technique de la société luxembourgeoise qui permet effectivement de voir que la direction est bonne et que, voilà, il y a des éléments où effectivement la direction n'est pas très bonne. François, Monsieur Pelletier, qui est dans la salle, là, effectivement, qui s'occupe de la démographie du Luxembourg, souligne par là un vrai défi pour notre avenir collectif autour voilà, de la fécondité des familles et ainsi de suite. Je parle d'une façon totalement laïque et sans aucune référence à la visite de qui que ce soit cette semaine. C'est véritablement quelque chose. La démographie, notamment la fécondité, mais aussi l'espérance de vie, ce sont des choses absolument vitales pour la stabilité d'un pays. Et voilà la conclusion qu'on peut donner par rapport à ça. Pour l'instant, le Luxembourg va bien. Les résidents du Luxembourg va plutôt bien, notamment par comparaison, mais il faut faire très attention à l'avenir parce qu'il y a des ombres et des nuages noirs qui se développent sur le ciel européen, pas uniquement au Luxembourg, et qu'effectivement, une forte baisse de la fécondité est à la fois ce qu'on voit sur le graphique, c'est une forte baisse de la fécondité. C'est à la fois un symptôme d'une réalité inquiétante, c'est le logement, ce sont les incertitudes, et ainsi de suite. Mais c'est aussi quelque chose qui, à l'avenir, risque de poser de nombreux problèmes. Il y aura très certainement des besoins. Enfin, voilà, vous pouvez vous faire la prospective à l'horizon de 20 ans des conséquences de cette courbe. Du point de vue du logement, du point de vue du travail, du point de vue des travailleurs, du travail social dans sa plus grande généralité, il pourrait, dans un certain nombre de pays, notamment au Luxembourg, manquer de bras et de têtes et de véritables personnes pour travailler, pour fournir tout un ensemble de services à la société, notamment des services de santé, sociaux et autres. Donc voilà, cette question de cohésion sociale et, on va dire, de bien-être collectif, qui sont à la fois des opinions individuelles sur ça va bien, mais aussi de dynamique collective de la société va dans une bonne direction, c'est quelque chose qu'il faut avoir sous contrôle. Et effectivement, dans le rapport, il y a quelques courbes qu'il faut contrôler avec beaucoup d'attention, parce que voilà, toutes ne vont pas dans la bonne direction. Très bien. Pardon. Je ne te connaissais pas nativiste, parce qu'on a une solution à tout cela. C'est la migration et les frontaliers. Jusqu'à présent, ça marche assez bien. C'est comme ça qu'on a résolu la question, mais c'est vrai que ça interroge. Donc c'est une question. Pour intégrer, il faut aussi qu'il y ait des gens à l'accueil. S'il n'y a plus personne à l'accueil, parce que le pays se vide, l'intégration sera difficile. Là, je pousse à la limite un petit peu quelque chose, mais la réalité est qu'effectivement, une certaine natalité est quelque chose, est un élément de stabilité d'un pays. On peut en discuter. Il est important d'avoir un débat sur cette question-là. Une fécondité à 0,5 serait-il bon pour le Luxembourg? J'ai des arguments pour dire que ce ne serait pas bon pour le Luxembourg. Je pense que c'est une question à creuser. Justement, dans les questions à creuser, ceux qui ont feuilleté le rapport, il y a probablement un sentiment. Qu'est-ce qui manque dans ce rapport, finalement? Bon, c'est bourré de chiffres, mais quelles sont les thématiques, quels sont les sujets, quelles sont les approches, éventuellement méthodologiques? Je cite dans la préface, le livre de Frisoni, qui a fait des portraits. De personnes défavorisées, des photos, avec un bout de leur biographie. C'est une autre tradition, c'est celle des études de cas. C'est très parlant, c'est parfois époustouflant parce que c'est des trajectoires de vie qu'on n'aurait pas imaginées. Mais la question que je voulais poser à Ginette, qu'est-ce qui manque dans ce rapport? Quels sont les sujets qu'on devrait aborder? C'est une question que je serais content si chacun y porte sa contribution. Ben justement, c'est la question de la méthodologie et c'est aussi, il faut revenir aux sciences sociales. Si on veut casser la logique de la pauvreté au-delà du concept d'une approche financière,
À mon sens, c'est un peu indiqué dans l'évaluation sur le Révis, quand il a été présenté dans les conclusions sur l'évaluation du Révis. Là, il y a une partie que le LISER a fait. Je ne sais pas s'il y a des représentants de cette étude, mais qui disent justement quand on analyse le parcours du Révis, et ça rejoint un peu ce que Michel disait tout à l'heure, quand on regarde ce qu'est le Révis, et je dirais que si on analysait du point de vue économique, qu'est-ce que coûte, pas la personne, mais qu'est-ce que coûte l'accompagnement de la personne? Et quand je dis accompagnement, je ne dis pas accompagnement social, je dis accompagnement administratif. Si on calculait le coût de l'accompagnement administratif de la personne qui participe à un parcours Révis, je pense que les économistes ne seraient pas très contents si on voyait surtout le résultat. Et là, justement, l'intérêt de l'étude, c'était de dire il faut aller au-delà de ce qu'on a pour le moment et il faut analyser le profil de la personne et il faut adapter les processus d'accompagnement au profil des personnes. Et il faut aller dans une autre temporalité aussi. Bon, on a échangé avec ça, avec le ministère, pour dire justement, au-delà du financier, il y a les sciences sociales. Et quand je dis les sciences sociales, justement, je pense que c'est les méthodes d'accompagnement qui ne sont pas spectaculaires parce qu'ils se passent en silence et en continuité, en travail permanent avec la personne. Ce n'est rien de spectaculaire parce que ce sont des entretiens, ce sont des entrevues, ce sont des revues, des adaptations de plans d'action avec les personnes, mais ça se passe dans la durée. Hein, ce sont des processus d'accompagnement qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, de dire maintenant je dis ça et après il y a ça qui sort. Ça ne se passe pas comme ça. Les sciences sociales nous décrivent exactement le développement de la personne et également le développement de la personne fragilisée qui a déjà eu beaucoup d'échecs, qui ne va pas croire le premier travailleur social qui l'accompagne, je t'aide, je suis là pour t'aider. Non, la personne sera sceptique et pour casser ce scepticisme, il faut un certain temps, il faut des méthodes d'accompagnement adaptées. C'est ça que je pense. Ce que vous avez analysé, et c'est bien fait, vous avez dit il y a tant de personnes vulnérables ou exposées au risque de la pauvreté. Maintenant, où on devrait arriver, c'est justement ce que le LISER propose, c'est aller voir qu'est-ce qui a marché dans le passé et retourner sur ce qui a marché. Et je me rappelle, il y avait, ça doit être une dizaine d'années, il y avait une étude longitudinale sur l'évolution des personnes. À ce moment-là, c'était le précurseur du Révis, c'était le RMG. On analysait, mais qu'est-ce qui a marché? Et le LISER propose, allons voir du côté d'autres frontières, allons voir les méthodes qui ont marché et focusons-nous sur ces méthodes parce que ça va répondre en même temps à l'économicité des conventions, je pense, aux résultats, et en même temps, ça va plus motiver les personnes parce que ça touche au ressenti des personnes. Et je dis toujours, si nous n'arrivons pas dans le travail social à toucher la personne, à créer un lien, rien ne marchera. Vous pourrez donner 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Si vous n'arrivez pas à ressourcer la personne et à réveiller sa résilience, rien ne marchera, tout l'argent sera perdu. Donc il faut allier argent et trouver le lien, la résilience de la personne. Merci. Sur la dernière chose que tu as dit sur l'évaluation des politiques, ça c'est quelque chose de l'Statec, même si ce n'est pas notre rôle, mais d'un point de vue méthodologique, on a toujours préconisé cela. C'est-à-dire quand on a une politique, est-ce que ça a marché ou pas? Et pour faire ça, normalement, on travaille avec des contrefactuels, donc on compare deux populations, celle de référence et puis celle où on a fait une action et on essaye de voir si ça a marché. C'est quelque chose de très moderne. L'économie moderne travaille avec ce genre de méthode. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Mais ça, c'est un problème de culture dans nos politiques, c'est qu'on n'a pas d'évaluation. Dans d'autres pays, on fait systématiquement des évaluations de tout ce qu'on fait. Chez nous, ça n'existe hélas pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait faire, qui serait extrêmement utile. Le reste, l'économie, c'est aussi une science sociale, hein, même si on se distancie toujours. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte tous ces aspects, mais à condition de pouvoir les mesurer. Hein.
Si on ne peut pas les mesurer, on ne trouvera pas de place dans notre rapport. Il faut que, quelque part, on arrive à mettre un indicateur là-dessus, qu'on sache combien il y en a. Voilà, parce que sinon, on tombe dans au cas par cas. Et ça ne nous aide pas parce qu'on veut quand même une action qui soit collective, hein, qui touche le maximum de personnes. Voilà, qu'est-ce qui manque dans le rapport ou qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme information, comme statistique ou comme analyse? Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Toi, je te le donne à la fin. Quelques suggestions peut-être? Je voulais juste rajouter deux éléments. Je trouve effectivement dans ce que Max avait déjà énoncé tout à l'heure, je crois qu'effectivement ce serait intéressant de voir plus en détail les raisons des barrières, parce qu'en fait il y a des gens qui ont des droits mais n'arrivent pas à avoir accès aux droits. Ça on le voit également dans le domaine de la santé. Il y a des gens qui ont des droits. Bon, on lutte beaucoup pour des gens qui n'ont pas de droits. Donc, il y a vraiment des gens marginalisés qui n'ont pas de droits. Donc, ça, c'est un grand défi. Mais il y a des gens qui ont des droits, mais parfois, les chemins sont trop compliqués. Ginette a soulevé également la question d'avoir le bon accompagnement pour donner confiance aux gens pour pouvoir accéder à ces droits. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être creuser davantage. Pourquoi? Évidemment, il y a certains dispositifs qui ne sont pas profiter alors qu'ils sont mis en place. Peut-être ils sont à côté du besoin, peut-être ils sont difficilement accessibles. Donc là, il y a des choses à faire. Et puis, il y a une partie, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, ça c'est tout ce qui est très difficilement mesurable. Donc les gens qui sont vraiment cruellement marginalisés, les gens qui sont dans l'illégalité, les gens qui sont également qui travaillent au noir, qui sont dans la prostitution, donc des gens qui sont vraiment dans des précarités très très graves et qui échappent totalement à notre système de mesure parce que simplement ils sont partiellement dans la clandestinité ou quelque part dans l'ombre et ils n'arrivent pas sur les écrans radars des institutions statistiques. Mais vous les avez. Parfois on les a, mais il y a également des gens où l'accès au système est encore plus difficile parce qu'il y a des craintes qui sont tout à fait compréhensibles. Mais déjà, sur ce qu'on a, on devrait davantage travailler là-dessus. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. En introduction, j'ai dit que vos chiffres nous aident à orienter nos politiques. Et je crois que surtout, on a parlé un tout petit peu du sans-abrisme. Nous faisons depuis 2 années, nous sommes en train de faire des recensements de la rue, ensemble avec Interaction. Et je crois que là peut-être qu'on pourrait aussi voir pour améliorer encore la collaboration, surtout aussi avec le Stadtec. De l'autre côté, je l'ai déjà dit tantôt, c'est l'histoire de voir le modèle Luxembourg, encore d'essayer de mieux l'intégrer dans les statistiques. Et de l'autre côté, je crois que quelque chose que vous avez très, très bien fait pendant des moments de crise, pendant les tripartites, vous étiez là avec vos ordinateurs, vos équipes, on vous a dit, j'étais pas encore au sein du gouvernement, mais on m'a rapporté, on vous a dit, qu'est-ce qui se passe quand on va faire ça, ça, ça et ça? Et vous avez dit, donnez-nous une petite demi-heure, ils ont été boire un café, et après vous avez dit, ça reste ça et ça comme effet. Et tu sais que mon souhait est, et je crois que ça sera plutôt avec ton successeur, alors que nous allons nous rencontrer, que j'aimerais bien avoir un suivi pour toute décision qui est prise par le gouvernement, soit aussi mesurer qu'est-ce que ça a comme influence sur le taux de risque de pauvreté au Luxembourg. Quelque chose de très essentiel qui va nous orienter. Que chacun sait, si on fait telle et telle mesure, ça aura ça comme répercussion. Ceci dit, merci encore une fois pour votre travail et pour l'invitation. Merci beaucoup. Tom est en train de prendre des notes. Qu'est-ce qui manque?
En fait, quand on regarde sur 20 ans l'ensemble des TCS, à peu près tous les thèmes possibles, imaginables ont été abordés à un moment ou à un autre. Il reste de toute façon énormément de choses à faire. Dans cette table ronde, et c'est légitime, on s'est surtout concentré sur les personnes les plus pauvres du Luxembourg. Il est important aussi de prendre conscience des risques de précarité au sein même des classes moyennes. Ça existe aussi au sein des jeunes générations. Il y a des risques que les jeunes familles prennent par rapport à l'achat du logement. C'est légitime et c'est peut-être plus risqué aujourd'hui qu'il y a 20 ans lorsque on était avant des plus-values considérables. Il y a au sein des classes moyennes tout un ensemble de questions de possible précarisation. Elles ne sont pas certaines, mais effectivement, il faut les analyser, les comprendre et anticiper des contre-risques par rapport à ces risques. Autour de la question plus généralement du patrimoine, il y a des choses extrêmement difficiles parce qu'on pense surtout le patrimoine comme un élément bien sûr positif au sein des transmissions familiales, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le patrimoine, il y a aussi cette partie de prise de risque face au système financier et aux banques. C'est une activité économique extrêmement importante pour le pays et c'est aussi une réalité chez les jeunes familles qui est particulièrement tangible et importante. La cohésion sociale, on la mesure tout en bas dans les risques de perte de contrôle d'une partie de la population dans la pauvreté, mais c'est aussi important d'avoir une vision complète de la société luxembourgeoise, de tout en bas à tout en haut, en ayant en tête la complexité des diplômes, des retours sur les diplômes, autant de sujets qui, au cours des années récentes, ont été abordés par TCS et qui posent toujours des questions. Quelle est la valeur des diplômes dans le marché du travail aujourd'hui au Luxembourg? Ce sont des questions que la Statec suit régulièrement et effectivement, ça fait partie du panorama social où il faut effectivement analyser les situations de pauvreté, mais aussi avoir une vision systémique de la société luxembourgeoise comme un tout où chaque partie plus fragile risque de mettre en fragilité le reste de la société. Donc c'est important de réfléchir en termes d'un système social solide et au-delà même de la pauvreté, qui est un sujet, le sujet certainement le plus légitime de tous et le plus important, mais il faut voir l'ensemble aussi. Merci, je crois que ce sera le mot de la fin. Si vous êtes d'accord, on va discuter après. Mais c'est vrai qu'on regarde toujours le bas de la distribution, mais regardez le centre, hein, regardez l'ensemble de la société. Je crois que ça, c'est quand même un très, très bon message. Donc des thèmes à développer dans les prochains rapports. Merci beaucoup. Et je vous invite tous à aller prendre un petit pot de l'autre côté.